Bonjour à tous. Bonjour. Salut Martin. N'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat à votre droite si vous êtes là. N'hésitez pas à dire bonjour, de nous dire où vous êtes, de quelle ville vous nous regardez. Là, on est 61 personnes connectées. On va attendre jusqu'à 9h32 à peu près, histoire que tout le monde puisse se connecter, puisse s'installer tranquillement. Et merci à tous, du coup, de vous être connectés pour suivre ce live, ce webinaire sur GA4. Donc, ce sera Martin qui animera le webinaire. Moi, je suis juste là pour introduire, faire les présentations, vous occuper quelques minutes, vous divertir, vous inviter à prendre un café. Mettez-vous à l'aise. Ouais, c'est ça. Et moi, après, je laisserai Martin pour le côté expertise. Et la manière dont on va procéder, c'est Martin, tu déroules ta presse et puis n'hésitez pas à réagir en chat sur la droite du coup de l'écran. Moi, je vais sélectionner petit à petit les réponses, enfin les questions plutôt, et puis je les soumettrai à Martin tout à la fin. Comme ça, il pourra vous répondre. Et si j'oublie des questions hyper importantes, n'hésitez surtout pas à réagir à la fin en chat et à dire ma question n'a pas été posée, je veux une réponse, et on la posera. On est ensemble pour 1 heure, donc on aura du temps pour se échanger, répondre à vos questions plus spécifiques à votre marque ou à vos problématiques. N'hésitez pas. 77 inscrits. Il y a du Ça monde. monte. Ouais. Il y a du monde d'Ardèche, de Lille, de Paris, de Lyon, d'Angers, du Luxembourg. Il y a des gens sous la pluie aussi. C'est mon cas. Ouais, c'est toi aussi. J'espère qu'il y en a qui ont le soleil quand même. Ouais. Bah, je pense qu'en Ardèche, ça doit être le cas. Bah, n'hésite pas à commencer à partager ton écran, Martin, du coup, je pense. Ouais, je te fais une demande du coup. Ouais, ça marche. Hop. Hop. J'accepte. C'est bon, tu vois bien? Je vois tout. N'hésitez, dites-le en chat si tout est bon pour vous. À mettre un petit oui. On va dire que c'est bon. Comme ça, c'est OK. Céline nous dit OK. Marlène nous dit parfait. Thomas, c'est OK. Tout est OK. Bon, ça a l'air d'être bon. Tout le monde voit. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Donc, écoute, il est 9h32. Il y a 94 personnes qui te regardent et qui t'écoutent. Petit coup de pression. 95 maintenant. Et ça monte encore. Et ça monte encore. Donc, bah écoute, tu peux commencer quand tu veux. Et bah c'est parti. Merci à tous de nous avoir rejoints. Juste une chose, juste avant, excuse-moi Ouais. de te couper en plein élan. Pas de On va problème. vous soumettre un petit sondage. Vous avez une petite case sondage sur votre droite. Donc, sur les solutions que vous avez choisi d'opter sur cette migration GA4 ou autre solution que GA4 dans les mois ou les semaines qui ont précédé ou les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à répondre et on débriefera sur les résultats de ce sondage à la toute fin. Je vous le soumets. Merci. Vas-y, Martin. Parfait, merci beaucoup Elder. Comme je le disais, merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre ce sujet aujourd'hui. J'espère qu'on vous apportera vraiment les clés pour organiser bien cette migration sur GA4. Donc, comme le disait Elder, on est ensemble pour 1 heure. Le but, c'est de voir ensemble les différentes étapes que vous avez à parcourir tout simplement pour arriver à une migration complète sur GA4. On se voyait pas, vous avez le programme devant les yeux, on se voyait pas commencer ce webinaire sans refaire un petit tour sur le contexte. Vous le savez, il y a beaucoup d'échanges entre la CNIL et GA en ce moment. Donc, je vais en profiter pour vous partager ce qu'on sait et ce qui est encore à devenir. On va reparler de GA4, pourquoi c'est le futur de l'analytics et qu'est-ce que, en gros, sont les promesses de ce nouvel outil poussé par Google.
Et on va se poser la question, pourquoi migrer maintenant? Je pense que maintenant, vous le savez tous, on sait qu'Universal Analytics, l'ancien système, s'arrête en juillet 2023. Donc, on va se poser la question, pourquoi on en parle autant en 2022? Et puis après, je vous guiderai sur les étapes que nous, on a mis en place avec nos clients, sur les clients qui ont souhaité migrer sur GA4. On va prendre l'exemple de Google Tag Manager. On sait qu'avec l'avènement du bandeau cookie, de la RGPD, vous êtes beaucoup à être passé par un TMS. Donc, Google Tag Manager étant le plus répandu, on va prendre ce cas-là. Et on a du coup décomposé la migration en l'essentiel, le plan de tagage personnalisé et les configurations que vous devez faire dans GA4 pour être sûr d'avoir les bonnes informations. Et ensuite, on conclura et on laissera place à vos questions. Comme vous l'a dit Elder, le but, c'est que vous les mettiez dans le chat, on les sélectionne et après, on se fait une petite séance de questions-réponses pour être sûr que, en fonction de votre organisme et de vos problématiques, on puisse vous aider à envisager au mieux GA4. Donc, c'est parti. Vous êtes sans doute pas mal à être surpris de voir que toute la communication a été faite sous la bannière WAM et qu'on parle de Digitalize. Donc, pour du coup faire en sorte que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde, moi, je fais partie de Digitalize, donc je suis web analyste et associé de cette société. On fait du paramétrage et de la personnalisation de plans de tagage pour nos clients depuis maintenant 7 ans. Et on est ravis de vous annoncer également qu'on a rejoint le groupe WAM en octobre dernier. Donc, ça y est, on est sous la bannière WAM désormais. WAM, c'est une entreprise un peu plus vieille que la nôtre. Elle a été créée en 2008. On a du coup atteint un CA en 2021 de 3 millions. Il y a 52 collaborateurs. Donc, vous voyez, on est sur une taille un peu plus grande. Et on fait essentiellement du référencement naturel, de l'édito, donc la création de contenu, des RP, donc relations presse, et maintenant, du coup, de la web analyse. Voilà. N'hésitez pas à contacter Rémi Drumel ou du coup Elder pour plus de compléments d'informations sur WAM. Voilà, c'était la petite page réclame, mais on plonge directement dans le vif du sujet. On passe du coup, comme je vous l'ai dit, par le contexte. Il est difficile, ça peut être un peu déroutant en ce moment d'entendre les différentes communications qu'il y a entre la CNIL et GA. Pour rappel, on va faire un petit rappel des faits. En fait, on a un RGPD, donc un règlement général de protection des données, qui a été voté au niveau européen et la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est en charge dans notre pays, donc la France, de faire appliquer ce RGPD. Le RGPD vise à renforcer en fait le droit européen à la vie privée et de faire en sorte que toutes nos données soient un peu plus sécurisées et qu'on ait moins que ça soit un peu moins le Far West sur la collecte de données et que ça soit beaucoup plus encadré. On a beaucoup entendu des échanges entre la CNIL et GA puisque depuis le 10 février 2022, c'est ce qui a été le plus résonnant à l'heure actuelle, il y a eu une mise en demeure d'un gestionnaire de site web. Donc la CNIL, en gros, a jugé que ce gestionnaire de site web n'était pas en conformité avec le RGPD. Pourquoi? Parce qu'il utilisait Google Analytics. Et le problème dans l'utilisation de Google Analytics, c'est que c'est une société américaine et donc du coup, dans la législation américaine, toute société qui est américaine peut se voir, on peut consulter ces données. Le gouvernement américain a le droit de dire « je veux regarder dans tes données » et donc du coup, Google ne fait pas exception. Comme il y a des données personnelles dans Google Analytics, que sont l'IP, en tout cas pour Universal Analytics, et même le User ID, et ben du coup, c'est pour ça que la CNIL considère GA comme non conforme au RGPD. Donc ça, c'était le premier séisme, entre guillemets, entre la CNIL et GA. Le deuxième, c'est la FAQ, donc de juin. Encore une fois, l'actualité de juin a été dense sur cette question de la CNIL. Le 7 juin, vous avez une publication de la CNIL sous forme de FAQ qui a marqué noir sur blanc que l'utilisation à l'heure actuelle de Google Analytics était illégale. Alors,
encore une fois, ça peut paraître un peu paradoxal de vous dire ça, alors qu'on est sur du coup un webinaire qui vise à installer GA4. Mais encore une fois, c'est pas un souci de transparence et on n'a pas encore toutes les réponses. Mais toujours est-il que la CNIL dit encore une fois dans sa FAQ qu'à l'heure actuelle, même, il ne fait pas de distinction entre Universal Analytics et GA4 pour l'instant, mais dit que on n'a pas la garantie que toutes les données qui sont collectées sur l'Europe soient anonymisées avant d'arriver à la maison mère de Google qui se situe aux États-Unis. Donc pour eux, c'est encore une step supplémentaire que Google doit franchir, notamment sur GA4, pour pouvoir globalement le restituer et dire que c'est pas illégal d'utiliser Google Analytics pour sa mesure d'audience. Et le 23 juin, soit en début de semaine dernière, vous avez sans doute vu passer un article si vous vous intéressez à ce genre de sujet. On a un développeur qui a du coup qui a étudié les 40 plus gros sites médias. Et tous ceux qui utilisaient Google Analytics, il a déposé une plainte qui est d'ailleurs du coup maintenant remis à la CNIL en attendant, du coup, il a fait cette démarche-là. Et le but du coup de la CNIL, c'est de saisir ces plaintes, de voir s'il y a vraiment non-respect du RGPD et de potentiellement mettre en demeure. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est dans un contexte où Google Analytics, à l'heure actuelle, n'est plus une solution, en tout cas à date, qui répond aux normes RGPD. Vous avez vu qu'il y a une distinction entre Universal Analytics, qui n'est plus du tout adapté, et GA4, on y reviendra dans un instant, qui est plus adapté, sur lequel Google investit beaucoup. Mais pour l'instant, on est dans le flou. Il y a bien eu des annonces de Joe Biden et de Ursula von der Leyen sur le fait de remettre en place un Privacy Shield, mais c'est du légal. Donc, du coup, on peut attendre plusieurs semaines, mois, années avant que ça soit gravé dans le marbre. La meilleure option, c'est encore une fois que Google arrive à faire ce système d'anonymisation pour qu'on puisse encore utiliser Google Analytics. Généralement, quand j'échange, beaucoup me disent, c'est quoi les solutions? Les solutions à l'heure actuelle, vous avez, en fait, ça dépend vraiment de votre écosystème. Est-ce que vous avez du budget à mettre en place pour une plateforme? Est-ce que vous avez des besoins particuliers en termes d'analytics? Tout ça, il faut le prendre en compte pour voir si, en fait, vous restez sur la plateforme Google Analytics ou si vous investissez sur une autre plateforme. Et puis, il y a également le facteur risque qui est beaucoup pris en compte dans les échanges que j'ai avec nos différents prospects et nos clients, qui est est-ce que je me sens menacé par une plainte? Et donc, du coup, pour l'instant, tant que j'ai pas cette plainte et cette mise en demeure, pour l'instant, je joue sur Google Analytics. Voilà. Je vous partage un peu ce qu'on sait et ce qu'on a entendu. Maintenant, c'est de la notion de droit. Donc, par pitié, regardez avec votre service juridique ce qui est le mieux pour vous dans votre cas et dans votre phase de développement. Voilà, donc ça, c'est le contexte. C'est un peu déroutant, mais on doit faire avec tant qu'on n'a pas en fait cette réponse précise, claire et nette qui dit que, de la part de la CNIL, qui dit que GA est parfaitement utilisable sur nos sites en France. On rentre dans le vif du sujet, GA4, malgré le contexte, il faut y aller, en tout cas comprendre cette solution. Après, c'est encore une fois à vous de faire le choix, est-ce que je l'installe ou est-ce que je passe sur une autre solution. GA4, le futur de l'analytics. Globalement, vous l'avez vu, tous ceux qui se connectent maintenant sur Universal Analytics ont bien vu le bandeau en haut qui nous sommes de passer sur GA4 et à chaque fois que maintenant on configure dans notre panel, dans notre volet d'administration Universal Analytics une propriété, elle est automatiquement en GA4. Pourquoi? Parce que c'est décrit au centre de Google comme le futur de l'analytics. C'est une technologie qui est complètement changeante. Dans Universal Analytics, avant, on avait les pages d'un côté, les événements, donc globalement toutes les interactions que les utilisateurs avaient avec votre site, par exemple un clic sur SCTA, un envoi de formulaire était catégorisé à un endroit et on avait les objectifs à un autre endroit. On avait ces 3 blocs d'informations avec toutes les données d'audience. Désormais, il faut voir Google Analytics 4
la révolution est que, en fait, tout se passe au niveau de l'événement. Donc, si vous voulez, qu'importe la collecte, une page vue, une interaction, un objectif, une conversion, tout ça, ça sera qu'un event. Et c'est un énorme avantage parce que ça permet en fait de croiser beaucoup plus de données. On va pouvoir en fait mettre tous les événements les uns après les autres pour pouvoir faire des funnels personnalisés. Vous le verrez, Google Analytics, c'est quand même un outil qui permet d'être plus personnalisé dans votre approche de la mesure de vos utilisateurs. Mieux armé en termes de RGPD et via l'avenir technologique du coup qu'il laisse. Comme vous l'avez vu, il y a différents navigateurs, mais également plateformes comme Apple qui en fait font un peu la chasse aux différents cookies. Google Analytics 4 doit répondre et est mieux armé justement à cette problématique de renforcement liée aux cookies. Mieux armé également en termes de RGPD, puisque dans sa manière de fonctionner, Google Analytics 4 n'utilise pas l'IP, enfin, il utilise l'IP, pardon, mais il ne la stocke pas. Et ensuite, en fonction de la géolocalisation qu'il a repérée avec l'IP, il permet d'envoyer ces données dans un serveur en local. Exemple, vous êtes en Europe, automatiquement, via l'IP, on va réussir à comprendre que vous êtes en Europe et vous allez être stocké sur un hébergeur, du coup, européen. La dernière step dont je vous ai parlé tout à l'heure pour que ça soit en conformité, c'est vraiment le transfert de ce serveur européen vers les États-Unis, qui n'est pas encore anonymisé. Un autre avantage aussi, c'est user-centric. Vous avez la possibilité dans GA4 de paramétrer plusieurs flux et de centraliser en fait l'ensemble de votre écosystème. Si vous avez des applications, un site internet et par exemple un intranet, tout ça peut être vraiment centralisé dans une seule et même propriété Analytics, GA4, là où avant, en fait, sur Universal Analytics, on avait une propriété dédiée à votre site internet et une propriété liée à votre application Android et une autre à votre application iOS. Ça, c'est un énorme avantage de GA4, c'est vraiment la centralisation. Et enfin, c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle qui est renforcée dans GA4 et qui doit en fait vous permettre d'avoir plus d'insight, d'avoir un peu plus d'intelligence qui vous guide sur moi Google, je vois que dans tes données il y a eu une variation à ce niveau-là et qui permet en fait d'être encore plus, plus proche de ces données et d'en faire encore une fois plus d'analyse. Voilà pour GA4. Pourquoi migrer maintenant? Ça, c'était une question qu'on m'a beaucoup posée, encore une fois, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous. On sait qu'Universal Analytics prend fin au 1er juillet 2023. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur l'ensemble de vos plateformes Universal Analytics, vos propriétés Universal Analytics, qu'importe la vue, au 1er juillet, tout va tomber à zéro et on va arrêter la collecte. Donc, il faut se préparer, il faut se projeter en fait dans juillet 2023 et se dire, OK, quand je serai aux manettes en fin juillet 2023 avec mon GA4, qu'est-ce que j'ai besoin de voir? Eh bien, globalement, il faut commencer à collecter maintenant pour avoir l'historique N-1. On sait que vous êtes très friand de cette analyse. Pour pouvoir mesurer la performance d'une année sur l'autre, vous avez évidemment besoin de l'historique. Donc, commencer à collecter dès le 1er juillet 2022 vous permettra en juillet 2023 d'avoir déjà en fait un axe de comparaison. Ça, c'est très important. Et sur Universal Analytics, je vous rappelle que les dernières annonces liées de Google là-dessus, c'est que l'historique sera garanti que de 6 mois. Donc, globalement, ça veut dire que quand on sera en juillet 2023, vous aurez que le début d'année d'historique sur Universal Analytics. Et si vous n'avez pas historisé ou téléchargé vos data studios, etc., sur vos anciennes données Universal Analytics, elles vont disparaître aussi. Donc, prenez en compte ce changement dès maintenant pour pouvoir stocker d'une manière ou d'une autre toutes les informations que vous avez collectées via Universal Analytics pour être vraiment pareil quand on basculera en juillet 2023. Donc, collecter l'historique, on l'a dit, se familiariser avec les nouveaux rapports. Pour ceux qui ont déjà mis le nez dans GA4, ça peut être assez déstabilisant.
Depuis 2012, on est sur Universal Analytics, on a nos rapports d'acquisition, nos rapports de comportement, la conversion, on sait où tout est rangé. Quand on arrive dans GA4, c'est moins facile. Il y a un côté familiarisation, ça prend du temps. Même nous, on apprend encore parce que cette plateforme GA4 est encore en développement. Du coup, on apprend à l'apprivoiser. 1 an, c'est pas de trop pour commencer à se familiariser, avoir les bons réflexes et vraiment bénéficier et pousser l'outil dans ses retranchements pour, encore une fois, vous aider à faire les bonnes analyses. Donc ça, c'était le point 2. Et le point 3, prévenir les effets de bord, évidemment. Si vous aviez toute votre historique sur Universal Analytics et que vous aviez mis des dashboards en place pour votre hiérarchie, pour le traffic manager, pour le responsable e-commerce, etc., c'est pas la veille, donc du coup en juin 2022 qu'il va falloir 23, pardon, qu'il va falloir se poser la question, en fait, comment je replug ces outils sur GA4 pour que mes différents collaborateurs ou moi-même, je puisse avoir le même niveau d'information. Donc ça, voilà pourquoi un peu le top 3 des raisons pour justement migrer maintenant et s'en préoccuper dès juillet 2022. Dernière petite remarque, j'ai eu le cas sur plusieurs clients qui ont fait une migration où ils ont jeté Universal Analytics. Donc du coup, ils se sont dit, globalement, je m'en débarrasse, je passe directement sur GA4. Au vu des points que je vous ai évoqués juste avant, notamment se familiariser avec les rapports, j'ai envie de vous dire, tant que vous pouvez continuer à collecter sur Universal Analytics, continuez à faire cohabiter les deux pour avoir votre mesure de performance avec vos réflexes pour savoir guider en fait vos différentes communications et comprendre le comportement des utilisateurs. Mais par pitié, petit à petit, essayez aussi de retrouver les mêmes conclusions. Enfin, ça ne sera pas totalement les mêmes conclusions puisque l'outil est basé différemment, mais essayez de vous familiariser avec ce GA4 pour, encore une fois, atteindre cette deadline de juillet 2023 complètement autonome sur GA4. Voilà pour ça, encore une fois, la conservation d'Universal Analytics, comme je vous l'ai décrit, Universal Analytics est moins armé face au RGPD et face aux menaces de la CNIL également. Donc ça, c'est aussi également à prendre avec des pincettes pour l'instant. Il se peut qu'après, la CNIL fasse le distinguo entre Universal Analytics et GA4. S'ils amènent à trancher que GA4 est légal, mais qu'Universal Analytics ne l'est plus, là, il faudra se poser la question de supprimer Universal Analytics. J'espère que c'est clair pour vous. Comme je ne peux pas avoir de réponse de votre part, je vais continuer et on rentre dans le vif du sujet de la migration avec les étapes de migration. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je les vois, je les note et on les partagera après. Parfait. Et du coup, on avance sur la partie, les étapes de la migration GA4. Je vous ai décrit, comme je vous le disais, 3 blocs. L'essentiel, ce qui est à faire rapidement pour, encore une fois, se projeter dans juillet 2023 et avoir ce fameux historique. Le plan de tagage personnalisé, c'est comment vous profitez de cette migration pour monter en puissance aussi par rapport à ce que vous aviez sur Universal Analytics et comment réfléchir à un plan de tagage personnalisé pour l'avoir dans GA4 et commencer à faire de l'analyse un peu plus poussée sur les différentes interactions que peuvent avoir vos utilisateurs avec la plateforme. Et enfin, GA4 personnalisé, il y a des modifications, des déclarations qu'il va falloir faire dans GA4 pour obtenir toute cette donnée. On va le voir ensemble. C'est pas aussi… en fait, sur la configuration, on peut considérer que c'est plus automatique qu'Universal Analytics. En revanche, il y a certaines étapes qu'il ne faut pas oublier dans GA4 depuis la plateforme pour pouvoir être sûr de collecter le bon niveau d'information. Donc, c'est parti. On commence par l'essentiel. L'essentiel, je vous l'ai rédigé en trois parties. Vous avez la partie à faire dans GA, la partie à faire dans Google Tag Manager et la question du e-commerce. Évidemment, si vous n'êtes pas e-commerçant, vous ne serez pas concerné par cette partie, mais ça peut être valable également pour un objectif de un formulaire de demande de devis, etc., etc. Le but, encore une fois, on se le rappelle, c'est qu'en juillet 2023, quand vous serez en fin juillet, vous puissiez vous dire, OK, par rapport à juillet 2022, comment je me suis comporté, en termes d'audience, de trafic, mais aussi en termes de conversion pour avoir ce fameux comparatif. L'essentiel. Du coup, on commence dans GA. Pour commencer votre migration, tout commence dans GA.
Vous avez maintenant, comme je le disais, quand vous allez dans votre panel de configuration, donc dans le volet administration, ce qu'il faut faire, c'est créer déjà une nouvelle propriété. Cette propriété-là, de toute façon, maintenant Google l'a changée, elle est configurée automatiquement de manière à répondre. Enfin, c'est une propriété GA4. Mettons ça simple. Je clique sur le bouton créer une propriété, j'arrive de toute façon sur une propriété GA4. Vous allez devoir renseigner les informations classiques. Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous régissez en euros, en dollars? Ça, il faudra évidemment trancher. Et ensuite, on va vous poser les questions habituelles. Est-ce que vous êtes une PME, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous vous lancez dans la configuration de ce qu'on appelle le flux de données dans Google Analytics. C'est ce qui va vous permettre en fait de renseigner les différentes informations que vous voulez collecter. Je vous ai mis un screen ici, le flux, globalement, vous allez déclarer, là je vous ai fait un petit test, si j'avais un site qui s'appelle monwebinaire.fr, à ce moment-là, il va falloir que je le déclare auprès de Google avec mon URL, dire que c'est bien un GA4, je vais obtenir une ID de flux, mais surtout un ID de mesure. Le but ici, c'est que vous fassiez votre liste de courses. Vous le voyez ici, on y reviendra après, mais dans la manière dont c'est configuré, vous allez déjà, via ce premier passage, déterminer quels sont les différents événements que vous voulez collecter. Google, GA4 a mis beaucoup d'automatisation, pas facile à dire, d'automatisation dans sa technologie. Et donc, du coup, de facto, vous avez la collecte des pages vues, mais vous avez aussi le scroll, les clics sortants, les téléchargements. On y reviendra juste après. Et donc, du coup, c'est à vous de faire la liste de courses, de se dire, OK, je configure ce flux. Google Analytics 4, je veux qu'une fois que je t'ai implémenté sur mon site, tu me collectes ces informations, ces informations, ces informations. Une fois que vous avez ce panneau-là, n'oubliez pas de copier-coller l'ID de mesure. C'est cet ID-là dont vous aurez besoin dans Google Tag Manager pour configurer votre tag. À la suite du screen, vous avez une option qui me paraît importante parce que dans les différentes discussions que j'ai pu avoir, en fait, on se rend compte que les utilisateurs ont un peu, c'est allé assez vite et on n'a pas pris le temps de configurer. Donc, à la suite du screen que je vous ai montré précédemment, ici, juste en dessous de Google Tag Manager, vous allez avoir une option qui s'appelle « Autres paramètres d'ajout de balises ». Et quand vous allez rentrer dans cette partie-là, vous allez voir en fait une nouvelle configuration qui s'offre à vous. Et pour moi, elle est essentielle parce que c'est encore une fois ici que vous allez dire à Google en fait les différentes choses que vous voulez et surtout celles que vous ne voulez pas. Dans cette première section, vous avez configuré vos domaines. Globalement, c'est de dire à Google Analytics 4, moi, je ne veux collecter de l'information que sur ce nom de domaine. C'est un peu l'équivalent, si vous vous souvenez, sur Universal Analytics, des filtres. C'est de dire, Google, je ne veux collecter que sur ce nom de domaine. Si on reprend mon exemple, ça serait du coup monwebinaire.fr. Et donc, du coup, en cliquant ici, je renseignerai dans la case Google, merci de ne collecter que sur monwebinaire.fr. Donc ça, c'est le petit A que je vous ai mis ici, le nom de domaine. Le trafic interne. Alors, on sait maintenant, avec l'avènement du télétravail, c'est compliqué de récupérer toutes les adresses IP de tout le monde. Vous avez deux méthodes dans définir le trafic interne. Vous avez deux méthodes qui sont mises en place par Google Analytics 4. La première, c'est ce que vous avez déjà connu sur Universal Analytics, c'est malgré la non-collecte de l'IP, on peut l'utiliser pour enlever une partie du trafic. Donc, typiquement, si vous avez une IP dans votre siège social ou là où vous travaillez, c'est de bon ton de la renseigner dans définir le trafic interne sous cette option, du coup, exclure le trafic provenant de cette IP. Comme ça, vous êtes sûr que dans tous les rapports que vous avez dans GA4, on ne prend pas en considération toutes les personnes qui ont navigué via cette IP. Et ensuite, vous avez une deuxième fonctionnalité qui s'appelle trafic underscore interne, qui là est en fait une variable qui est détectée de manière automatique par Google Analytics et qui permet en fait d'appeler via le data layer toute personne qui travaille pour votre société. Globalement, sur votre site, avec l'aide de votre développeur, vous allez faire en sorte que cette variable soit disponible dans le data layer
pour information, le data layer, c'est la zone de relais entre les informations qu'on a dans le site et les informations qu'on va pouvoir transmettre à Google Tag Manager. Si vous la faites figurer là-dedans, vous mettez cette variable en place en se disant bah, oui, c'est du trafic interne, non, c'est du trafic pas interne, donc du coup, vos utilisateurs web classiques. Et derrière, vous pouvez du coup faire la configuration. Et si vous avez des VPN ou que vous avez des systèmes de log du coup configurés ou que votre dev peut savoir que c'est vous qui vous êtes connecté sur le site, bah, du coup, mettre cette variable en oui et donc du coup, vous exclure de votre trafic dans vos rapports GA4. La dernière configuration qui me paraît très importante à ce niveau-là, c'est la fameuse répertorier les sites référents à ignorer. Pour ceux qui ont fait de la configuration dans Universal Analytics, vous vous rappelez, on avait une liste d'exclusion des sites référents. C'est exactement la même chose. Globalement, si dans votre parcours, et je vais reprendre l'exemple d'un e-commerçant, si dans votre parcours, vous avez une redirection vers une plateforme de paiement et qu'ensuite l'utilisateur est redirigé sur la page de confirmation, si vous n'excluez pas cette plateforme de paiement, globalement, vous allez vous retrouver avec tout votre chiffre d'affaires qui va être attribué à cette plateforme de paiement. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Et donc, du coup, si vous avez vu du paypal.com dans vos sites référents qui a un volume de chiffre d'affaires monstrueux, du Paybox et tout système en fait de plateforme de paiement, ou même maintenant DocuSign, si vous avez besoin en fait d'envoyer l'utilisateur dans cette plateforme pour signer des contrats en ligne, bah, globalement, tout ça doit être exclu pour valider votre périmètre et faire en sorte que vous n'ayez pas cette mauvaise surprise d'avoir collecté de l'historique, certes, mais d'avoir tout votre chiffre d'affaires bloqué via cette plateforme de paiement et ne pas savoir que c'est votre levier Facebook, c'est votre levier référencement naturel, votre SEA qui a généré ces transactions et donc ce chiffre d'affaires. Dans GA, toujours, la durée de conservation des données. Par défaut, elle est réglée sur 2 mois. Donc là, on est passé sur le point 5, conservation des données des événements. Par défaut, c'est mis sur 2 mois. Ça veut dire que globalement, on va avoir un historique de 2 mois sur les événements et après, ça va être plus ou moins crypté. Moi, je vous recommande de le passer en 14 mois pour l'instant, de faire en sorte que vous ayez plus d'historique, plus d'1 an, et du coup d'avoir tous ces événements à disposition quand vous ferez de l'analyse d'historique. Et enfin, alors ça c'est également dans la configuration, ça vient peut-être après en fait. Globalement là c'est tout ce que vous devez faire dans la génération du flux, mais globalement aussi n'oubliez pas, vous l'avez fait sur Universal Analytics, faites-le également sur la propriété GA4. Maintenant on peut la synchronisation des outils, notamment Search Console, donc qui vous permet d'avoir des informations sur les impressions, et Google Ads qui vous permet d'avoir des informations sur les coûts et les CPC que vous générez à travers vos campagnes de référencement payant sur Google. Une fois que vous avez fait ça, là, vous avez déjà une plateforme, vous avez configuré en fait un tag avec toutes les informations vous avez configuré une propriété, vous avez fait votre liste de courses à Google et globalement, maintenant, vous pouvez la déposer sur votre site grâce à la configuration de Google Tag Manager. Google Tag Manager, j'ai pris pour hypothèse que vous l'aviez sur votre site internet, qui se déclenchait sur toutes les pages de votre site et que vous avez bien suivi la configuration fournie par Google, qui est globalement que votre conteneur, bref, est placé au bon endroit sur toutes vos pages. Maintenant que vous avez fait la configuration, c'est maintenant ce qu'on appelle la configuration du configuration GA4, le config tag. Celui-ci, c'est celui qui va gérer en fait tout le trafic, l'audience et les différents événements qu'on a vus, qu'on va revoir juste après, qui vous permet en fait d'avoir, j'allais dire, le package de base. Là-dedans, il n'y a pas le e-commerce, c'est pour ça qu'on revient après. Mais globalement, si vous mettez déjà ça, vous aurez dès l'audience, vous pourrez voir les différents clics sortants, les pages vues. Vous allez pouvoir avoir un œil sur votre acquisition. Vous aurez le package de base globalement. Donc, il faut que vous alliez dans Google Tag Manager, que vous cliquiez sur la fameuse balise Google Analytics configuration GA4 et évidemment que vous renseigniez l'ID de mesure que je vous ai fait copier-coller tout à l'heure pour pouvoir envoyer toute l'information vers cette propriété GA4 qu'on vient de configurer ensemble.
Rappel, attention, GA4 a beau être plus armé par rapport à RGPD. Encore une fois, la CNIL, pour l'instant, n'a pas ce point de vue-là. Faites attention, vous êtes toujours sujet au consentement des utilisateurs. Donc, ça veut dire, et je vous ai mis un exemple ici de déclencheur, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va envoyer cette configuration GA4 quand est-ce qu'on va envoyer de l'information dans cette propriété GA4. Il faut faire attention. On est tenu désormais d'avoir le consentement de l'utilisateur avant de pouvoir envoyer cette information dans notre propriété. Donc, le déroulé, c'est bien l'utilisateur arrive, on lui propose le bandeau cookie. Là, j'ai pris l'exemple d'Acceptio, avec qui on a beaucoup travaillé récemment sur la mise en place de ces CMP. On a le petit bandeau cookie que vous connaissez maintenant bien en bas à gauche. L'utilisateur renseigne ces informations et quand il clique sur OK pour tout ou OK pour Google Analytics, là seulement, on envoie le tag depuis Google Tag Manager puisqu'on a eu le consentement préalable de l'utilisateur. On ne peut plus désormais dire ce tag-là se déclenche sur toutes les pages, peu importe le consentement des utilisateurs. Ça, maintenant, vous devez vraiment l'avoir acté. Et enfin, la troisième étape, une fois que vous avez configuré ce tag et que vous êtes à l'aise dans Google Tag Manager, là, c'est de faire un peu de test, prévisualiser avant de publier, c'est-à-dire avec l'option Google Tag Manager prévisualisé, vous allez pouvoir simuler le fait que cette balise GA4 est déjà live. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est live, vous pouvez regarder qu'elle se déclenche bien et que vous avez bien le bon niveau d'information. Une fois que vous êtes satisfait de ce comportement-là, vous pouvez du coup publier et faire en sorte que vous collectiez sur tous les utilisateurs qui viennent visiter votre site. Voilà, vous avez déjà fait la partie essentielle hors e-commerce, c'est-à-dire que à ce stade, vous avez configuré, comme je vous le disais, toute la partie trafic, toute la partie page view qui est de toute façon collectée de manière automatique. Je voulais revenir sur tous les événements qui sont déclarés comme automatiques que vous aurez à disposition une fois que vous aurez mis en place ce config tag. Encore une fois, là, je vous ai montré quand vous êtes dans la configuration côté GA, donc du coup, et que vous faites votre liste de courses pour savoir ce qu'on doit envoyer et à quel moment, vous avez en fait tous ces événements-là qui sont traqués par défaut via ce config tag. C'est-à-dire que Google Analytics est capable, de manière autonome sur votre site, de détecter en fait l'ensemble de ces interactions. La page vue, c'est globalement de pages, vous allez pouvoir avoir l'information. Donc, encore une fois, sous format event, mais vous le retrouvez ici. Le défilement, c'est ce qu'on appelle plus communément le scroll. Attention avec ce dernier. Nous, on l'a mis en place chez pas mal de clients par défaut. Maintenant, on est un peu en train de remettre un peu le frein là-dessus. Je ne dis pas que ça n'a pas d'utilité pour vous, mais globalement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de collecte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'utilisateur scrolle avec sa souris ou avec son pad pour aller en bas de la page, on a un événement qui se déclenche. Faut savoir si c'est vraiment une donnée importante pour vous. Globalement, pour du contenu, ça peut être très intéressant. Pour des pages vraiment e-commerce, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Ça, je vous laisse seul juge, mais de retour d'expérience, honnêtement, le scroll n'est pas forcément toujours adéquat. Ah, petit problème technique, je crois, de la part de Martin. On va patienter. Il va revenir. Je vais lui écrire. Désolé pour le problème. On l'a perdu en plein vol, mais il va revenir. N'hésitez pas à du coup faire vos remarques dans le chat, dans le live. Ah voilà, il revient. Hop. Il est vite revenu. C'est bon, t'es de retour. Parfait. Je suis vraiment désolé. Vous m'avez quitté quand? Il y a 2 minutes, même pas. Ok. Donc on n'a pas beaucoup perdu de tes trucs, t'inquiète. Ok. J'accepte le partage d'écran. Ouais, c'était là. On était là? Ok. Ouais, parfait. Vas-y. Désolé pour ce petit souci technique. Globalement, du coup, ce que je disais, c'est que vous avez fait votre liste de courses ici. Globalement, ça va être du coup les différents événements qui vont être collectés via ce config tag qu'on vient de voir ensemble. Dans cette liste de courses, donc côté Google,
vous avez ces différents événements. Ça veut dire que Google, de manière automatique, va pouvoir remonter ces interactions directement dans votre console GA4. Donc, vous avez le page view, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur navigue et change de page, vous allez pouvoir avoir l'événement. Vous avez le défilement, c'est là où je vous mettais un petit holà. On l'a mis en place du coup sur pas mal de clients, le défilement qu'on appelle généralement le scroll. Je vous mets en garde, encore une fois, c'est à vous de décider si c'est une donnée importante de votre côté ou pas. Mais on a vu que ça faisait beaucoup de volumétrie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur descend en bas d'une page, globalement, on a un événement supplémentaire qui se déclenche. Si vous êtes générateur de contenu, ça peut être intéressant de garder ce scroll pour savoir si les utilisateurs, par exemple, vont en bas d'un article. Si vous êtes plus sur du e-commerce ou sur d'autres problématiques, je vous recommande de le décocher lors de votre configuration pour ne pas être pollué dans vos rapports. Les clics sortants, à chaque fois que Google considère qu'on clique sur un nom de domaine qui est différent de celui sur lequel on a le Google Tag Manager installé, vous l'avez dans vos rapports. La recherche sur site, c'est quand vous avez à disposition un moteur de recherche qui permet à vos différents utilisateurs de naviguer. Là, c'est plus sur la saisie de la requête. Donc, encore une fois, si vous avez des moteurs de reco ou si je commence à taper un mot et vous avez des propositions et que l'utilisateur clique dessus, ça n'apparaîtra pas dans ces recherches sur site. L'engagement avec les vidéos, notamment avec YouTube. Si vous avez du contenu, par exemple, vous faites des tutos ou dans vos autres articles, vous avez du contenu vidéo. À ce moment-là, globalement, Google va pouvoir les traiter directement et vous mettre un événement à disposition. Et le téléchargement des fichiers, si encore une fois, votre site est générateur de contenu et que les utilisateurs ont la possibilité de télécharger des documents, que ce soit en format PDF ou fichier compressé, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir directement l'information plus ou moins clean. Et encore une fois, vous allez avoir un event download et derrière, vous allez pouvoir regarder quels sont les fichiers qui ont été téléchargés. En plus de ça, dans la configuration de base, vous allez voir apparaître dans vos rapports, maintenant que vous avez configuré et publié depuis GTM votre config tag, Session Start, ça veut dire qu'une session a commencé. User Engagement, si c'est réglé par défaut, ça veut dire qu'un utilisateur est resté plus de 10 secondes sur votre page. Et First Visit, là, c'est un événement de manière automatique où Google nous met à disposition le fait que c'est la première fois que l'utilisateur vient. Globalement, ces informations sont déjà mises à disposition dans vos rapports une fois que vous avez mis en place le config tag. Donc, on se répète, on fait cette liste de courses dans GA. Ensuite, on copie-colle l'ID de mesure du flux. On le met en place dans la balise GA4 config tag. Et ensuite, on publie sur toutes les pages et on peut observer les résultats dès le lendemain des différentes interactions qui sont traquées par Google Analytics de manière autonome. Le e-commerce, je ne me voyais pas faire cette présentation sans parler des différents cas qu'on a vus sur le e-commerce et je m'excuse pour ceux qui ne sont pas e-commerçants, mais encore une fois, le but, c'est que vous transvasiez cette démarche-là sur votre conversion, votre macro-conversion, comme je le disais, qui peut être l'envoi d'un formulaire, une demande de contact, une demande de rappel. Globalement, pour le e-commerce, on a 3 cas de figure. Vous avez déjà une installation qui fonctionne via GTM et qui fonctionne pour Universal Analytics. C'est-à-dire que vous avez déjà, logiquement, de l'information transactionnelle et liée au produit qui remonte dans Universal Analytics. Ça veut dire qu'il y a déjà une structure qui est en place en termes de e-commerce et c'est les data layers. On en a eu plusieurs dans la vie d'Universal Analytics. On a eu le e-commerce classique, dont on va voir un exemple juste après. On a eu le e-commerce amélioré et on a maintenant le e-commerce format GA4. Ces 3 formats que je vous ai remis ici, c'est des data layers qui se déclenchent sur la page de confirmation de commande et qui nous permettent de manière automatique de faire remonter via un tag de transaction ou via simplement la lecture de la page, de transférer toutes ces informations dans vos rapports e-commerce. Mais comme vous le voyez, ils ont des formats différents. Ayant des formats différents, vous allez devoir adapter votre collecte pour faire remonter cette information dans Google Analytics, dans Google Analytics 4. Et ça passera par en fait votre tag GA4. Ici, vous voyez, je vous ai mis le e-commerce de GA4. Il y a des choses qui ont changé. Par exemple, les informations pour avoir l'ID de transaction qui vient d'être générée sur votre site,
Elle s'appelle plus ID comme elle a pu s'appeler sur le e-commerce amélioré ou transaction ID avec un I majuscule sur le e-commerce classique. Elle s'appelle transaction underscore ID. Rien que ça met une énorme différence. C'est-à-dire que dans Google Tag Manager, vous allez devoir déclarer une nouvelle variable, transaction ID, et qui va venir soit rechercher la variable e-commerce.purchase.actionfield.id pour récupérer en fait cette information, soit vous aurez configuré directement GA4 et donc du coup, elle s'appellera transaction ID. Je ne veux pas vous perdre dans le technique, mais globalement, renseignez-vous avec votre équipe de développement de quel est le data layer qui est mis en place sur la page de confirmation de commande et qui génère du coup cette partie transactionnelle et vos informations d'achat de produits. Et en fonction de ça, vous allez devoir faire le mapping, encore une fois, avec un événement purchase. Dans Google Tag Manager, pour faire remonter du e-commerce, vous devez configurer une balise qui s'appelle, là on a changé de balise, tout à l'heure on était sur Google Analytics configuration GA4, maintenant on est passé sur Google Analytics événement GA4 pour pouvoir envoyer ce fameux e-commerce. Pour que GA4 reconnaisse que ça soit bien du e-commerce et que ça soit stocké dans votre onglet monétisation de Google, de Google Analytics, enfin de GA4, vous devez déclarer comme nom d'event purchase. Encore une fois, dans GA4, faites attention, la casse et la nomenclature des événements est très important. Donc, quand vous allez devoir déclarer le nom de l'événement, donc purchase, faites bien attention et suivez la documentation de Google, qui soit bien écrit purchase comme ils l'ont écrit eux. Ça va permettre en fait à GA4 de tout de suite comprendre qu'il s'agit de l'aspect transactionnel et de savoir directement où est-ce qu'elle doit ranger l'information. Le but ici, c'est de faire le mapping et de voir en fait les différentes informations remonter dans vos rapports e-commerce. Donc là, vous voyez le fameux transaction ID. Google Analytics 4 s'attend à avoir, pour nourrir vos différents rapports, s'attend à avoir en fait une variable qui s'appelle transaction-ID. Et ben, il va falloir aller chercher cette variable dans ce fameux data layer pour les faire correspondre et pour pouvoir ranger la bonne information au bon endroit. Voilà, donc globalement, pour résumer, en fonction du data layer que vous avez à disposition sur la page de confirmation de commande, vous avez besoin de déclarer un événement GA4 Purchase pour envoyer ces informations e-commerce dans vos rapports et vous avez un travail de mapping ici à faire dans les paramètres de l'événement pour être sûr que vous rangez les bonnes informations au bon endroit dans GA4. Faites attention, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois, donc veillez bien à ce que toutes les informations remontent. J'accélère un peu, je vois qu'on est déjà à 45 minutes. Je vais prendre le temps d'essayer de bien vous expliquer, mais il faut accélérer. À partir du moment où vous avez le pack essentiel avec le configuration de tag bien configuré qui se déclenche en fonction du consentement de l'utilisateur et que vous avez réussi à régler le e-commerce, je trouve que dans un court terme par rapport au deadline d'historisation de données, vous êtes sur l'essentiel. Là, on va se pencher sur le plan de tagage. Encore une fois, cet aspect de se dire, je change de plateforme, autant que j'en tire tout le parti pour avoir un plan de tagage personnalisé et qui me permette en fait d'en savoir un peu plus sur les différents utilisateurs. Vous avez les informations de base, il est temps d'aller chercher un plan de tagage personnalisé et pour ça, vous avez deux options, les événements recommandés et les événements personnalisés. Les événements recommandés, c'est ce qu'a mis à disposition en fait Google pour GA4 pour se dire, OK, sur tout l'historique qu'on a d'Universal Analytics, on a vu que globalement, ces informations étaient souvent collectées par nos utilisateurs de la plateforme Universal Analytics. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les préconfigurer et les mettre à disposition en fait, de nos nouveaux utilisateurs sur GA4. Très facilement, si vous mettez événements recommandés dans votre barre Google, vous allez pouvoir trouver en fait les différents événements qui sont recommandés par Google et avoir cette fameuse liste. C'est quoi l'avantage de ces événements? C'est que globalement, si tout le monde utilise la même nomenclature, on va pouvoir les enrichir au fur et à mesure. Un événement dans Google
dans GA4, c'est un déclencheur. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est le nom de l'événement et c'est aussi des paramètres. Par rapport au e-commerce, on a les différentes variables, l'ID de transaction, on a les frais de shipping, les frais de livraison, les frais les modes de paiement, etc. C'est un peu la même chose sur les événements recommandés. Vous allez pouvoir utiliser la nomenclature login. Comme je vous l'ai dit, pour les événements GA4, c'est assez important de respecter la nomenclature. Donc, vous voyez qu'ici, dans leur documentation, ils proposent login. J'ai paramétré login. Et le nom du paramètre, c'est ce qui va pouvoir vous amener une information supplémentaire. Exemple, dans le login, OK, c'est bien, je sais que autant de personnes se sont loguées sur mon site. En revanche, je veux le distinguo des gens qui se sont connectés via Facebook ou via les gens qui se sont connectés via Google ou les gens qui ont saisi un email. Et c'est grâce au paramètre méthode que je vais pouvoir avoir ce distinguo et puis avoir une volumétrie de OK, autant de personnes se sont connectées via Facebook, autant via Google et autant via l'adresse mail. Ce qui est intéressant dans les événements recommandés, c'est que Google, par défaut, vous propose déjà en fait une nomenclature de paramètres que vous pouvez configurer dans vos tags et qui permet en fait d'avoir directement cette information. Vous verrez que dans les événements personnalisés, ce qui est embêtant, c'est que si vous déclarez vous-même le nom du paramètre, vous allez devoir faire une démarche en plus dans Google Analytics pour pouvoir récupérer cette information. J'y reviendrai juste après. Donc, globalement, les événements recommandés, quand on est devant son plan de tagage et qu'on a fait la liste des différentes informations qu'on veut aller traquer, jeter un coup d'œil sur les événements recommandés par Google Analytics pour se dire « OK, je veux traquer telle interaction », peut-être que cet événement recommandé peut parfaitement remplir cette vocation. Vous avez notamment, pour revenir sur les e-commerçants, toute une liste d'événements recommandés qui va vous faire penser au e-commerce amélioré ou enhanced e-commerce sur Universal Analytics, qui vous permet en fait de faire remonter un certain nombre d'interactions de l'utilisateur depuis la consultation de sa première promotion jusqu'à l'achat. Donc, vous avez les étapes classiques de il a cliqué sur un produit, il a consulté une page produit, il l'a ajouté au panier, il l'a supprimé du panier, il l'a ajouté à une wishlist. Il a commencé un processus de paiement, il est passé via les différentes étapes du checkout et enfin, le Live and Purchase qu'on retrouve du coup ici, qu'on a déjà configuré dans la phase de e-commerce. Donc, globalement, utilisez les événements recommandés du e-commerce pour, encore une fois, faire en sorte que vous ayez l'intégralité des interactions de vos futurs acheteurs capturées dans GA4 et bien rangées au bon endroit. Les événements personnalisés, là, je vous ai pris un exemple bidon de l'inscription au webinar. J'ai créé du coup un GA4, un Google Analytics événement GA4 que j'ai renommé. Encore une fois, attention à la nomenclature. Google Analytics 4 ne veut pas de majuscules et veut à chaque fois qu'il n'y ait pas d'espace. Donc, c'est l'underscore qui est du coup privilégié. Et là, en fait, j'ai pas d'événements recommandés qui correspondent en fait à mes interactions. Ce que je veux, c'est du coup me faire un événement personnalisé, de savoir combien j'ai eu d'inscriptions au webinaire. Donc ça va être un événement qui va me répertorier en fait en volumétrie le nombre d'inscriptions au webinaire. En revanche, ce que je veux et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous êtes inscrit à quel webinaire. Donc, je vais avoir une variable que je vais déclarer qui va s'appeler type de webinar et je vais faire remonter la valeur dans GA4 pour que quand j'aille dans mes rapports, je me dise « Ok, chouette, j'ai eu 1000 inscrits au webinar et quand je clique sur inscription au webinar, j'ai les différents types d'inscriptions et je peux savoir que GA4, la migration, il y en a eu 800 et que celui que j'ai fait sur la CNIL, il y en a eu que 200. Et pour faire ça, vous allez devoir du coup paramétrer cet événement dans GA4, mais également déclarer, vous allez voir, dans GA, directement dans GA, donc plus dans GTM, ces différentes informations sous forme de dimensions. Donc, encore une fois, faites attention, il y a un relais à faire entre Google Tag Manager et l'information que vous allez récolter dans GA4. Pour personnaliser la plateforme, et je finirai là-dessus, je vous propose trois manipulations, la déclaration des dimensions, la création d'audience et de conversion et évidemment les rapports personnalisés. Dimension personnalisée, j'ai repris l'exemple de l'inscription au webinar. Ça y est, vous avez un event qui s'envoie, super, il fonctionne et vous voyez bien les variables remontées de type de webinar quand vous faites vos tests dans Google Tag Manager et le mode prévisualisé.
En revanche, surprise, dans GA4, vous vous baladez dans vos rapports, impossible de mettre le doigt sur les types de webinars, la variable qui vous intéresse pour savoir globalement si j'ai plus d'inscrits à GA4 la migration ou si c'est plus sur la CNIL. Et bien ça, si vous n'avez pas accès à cette information, c'est que vous avez oublié une étape, c'est que dans GA4, vous devez déclarer ces dimensions personnalisées. Vous en avez deux à disposition, celle qui est liée à un événement qui nous intéresse particulièrement dans l'inscription du webinar et celle liée à un utilisateur, et on y reviendra juste après. Globalement, vous allez devoir aller dans le volet configurer, dimension personnalisée et faire en sorte que vous déclariez un nom de variable. Moi, je reprends généralement le même nom du paramètre et je le déclare en disant « Attention Google ». Tu vas voir, quand je vais t'envoyer de l'information, de temps en temps, tu auras cette variable type webinar. Je veux que tu la conserves pour pouvoir avoir ce degré de finesse en plus. Donc, du coup, je dois le déclarer en événement. Côté utilisateur, ces événements-là, c'est plus lié au config tag. C'est si vous avez des dimensions personnalisées que vous utilisiez de type utilisateur sur Universal Analytics avant. Typiquement, le plus connu d'entre eux, c'est est-ce que l'utilisateur est logué? Est-ce que l'utilisateur n'est pas logué? Est-ce qu'il est client? Est-ce que c'est un prospect? Globalement, ça, c'est une dimension personnalisée de type utilisateur qu'il va falloir également que vous déclariez dans Google Analytics pour pouvoir segmenter derrière en se disant « Ok, sur ce rapport-là, ce que je veux, c'est juste me concentrer sur mes clients ou au contraire, juste me concentrer sur mes prospects. » Donc, encore une fois, quand vous faites du personnalisé, il y a une déclaration à faire dans Google Analytics pour dire « Attention Google, je t'envoie de l'information et ça va être sous tel format et j'aimerais bien le récupérer à tel endroit dans mes rapports. » J'espère que c'est clair. Sur GA4, la manière de personnaliser aussi, vous le verrez quand vous allez commencer à créer des rapports personnalisés, c'est les audiences et les conversions. Globalement, dans Google Analytics, là, ça y est, vous avez fait remonter tous vos événements dans votre plateforme Google Analytics. Il faut les mettre en forme pour que vous puissiez les utiliser dans vos différents rapports et dans vos besoins d'analyse de performance. Donc, la première chose, c'est les audiences. C'est typiquement, je sais que j'ai un événement Add to Cart, je sais que j'ai un événement Purchase. Une audience géniale à créer, ça serait les abandonnistes panier. C'est de se dire, Google, OK, je veux créer une audience où globalement, les utilisateurs ont fait un ajout panier, donc ajout panier supérieur à 1, mais en revanche, le purchase est inférieur à 1, strictement inférieur à 1. Ça veut dire que l'utilisateur a ajouté au panier, mais que globalement, en gros, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche. Si vous créez cette audience-là avec les leviers de segmentation qui sont à disposition et qui rappellent un peu ceux de Data Studio, vous allez pouvoir créer cette audience et une audience qui est créée dans GA4 et qui est synchronisé avec l'outil Google Ads est directement disponible dans Google Ads. Donc, non seulement vous avez une segmentation et une audience sur laquelle vous pouvez zoomer sur tous vos rapports Google Analytics, mais en plus, vous la transférez dans Google Ads. Donc, ultra intéressant pour monétiser un peu mieux vos campagnes. Les conversions, typiquement, ça, c'est vous, encore une fois, vous avez l'information sous forme d'événement, c'est de déclarer à GA4 OK, cet événement-là avec cette dimension personnalisée-là est ultra important pour moi. Exemple, une conversion importante, OK, il y a le login, mais vous aviez vu qu'il y avait le niveau d'information supérieur avec le paramètre qui s'appelait méthode. Si vous voulez que la conversion, typiquement, si vous voulez avoir un warning, OK, il y a autant de personnes qui se sont loguées avec Facebook, il va falloir configurer une conversion en disant Google, moi je considère que c'est une conversion à partir du moment où il y a eu login, mais aussi où la méthode est égale à Facebook. Je vous laisserai naviguer, j'ai pris un exemple, il peut y en avoir plein d'autres. Si encore une fois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais globalement, il faut paramétrer ces conversions pour les retrouver dans les rapports personnalisés. Dernière étape, parce que je vois que le temps file et qu'on arrive à la fin de l'heure, j'ai envie de prendre quelques questions. Les rapports personnalisés. Vous l'avez vu et c'est ultra déroutant quand on arrive dans GA4. Globalement, il y a un peu moins de rapports ou en tout cas, ils sont un peu moins lisibles que ce qu'on a dans Universal Analytics. Encore une fois, pas de panique, il faut le temps de se familiariser. En revanche, et c'est de notoriété publique, GA4, c'est fait pour être personnalisé. Donc, globalement, on va vous mettre à disposition, enfin, c'est pas moi, c'est Google, va vous mettre à disposition plein de différents types de rapports qui vont vous permettre de répondre à certaines questions.
Je vous ai remis le screen du levier du coup explorer dans GA4. C'est là où vous allez les retrouver. Vous avez des formats libres où vous pouvez vous refaire en fait globalement les tableaux que vous aviez dans Universal Analytics si vous avez des envies. Vous avez des entonnoirs de conversion. Ça peut très bien marcher pour le e-commerce, mais aussi pour la création de compte. Par exemple, j'ai besoin d'avoir 3 étapes pour qui crée un compte. Je peux les matérialiser dans cet entonnoir de conversion pour savoir où est-ce que ça pêche. Vous avez les explorations du chemin, ça c'est pas mal. Alors c'est encore en travail pour être honnête, mais l'exploration du chemin, ça vous permet de savoir, de définir certains types d'interactions. Comme je vous disais, maintenant c'est que des événements, donc on peut faire son séquençage comme on veut et de se dire, à partir de ce point, qu'est-ce que les gens ont fait comme interaction, interaction 1, interaction 2, interaction 3, pour voir la volumétrie et avoir une sensibilité un peu plus fine sur le comportement des utilisateurs de manière générale. Et vous avez même une fonction où on part en fait, on fait un peu du rétroactif, c'est-à-dire on part par là, on part de la conversion finale et on voit les étapes que l'utilisateur a dû franchir avant. Bref, je vous laisse regarder tout ça. C'est ultra intéressant. Ça demande un peu de bidouillage au début pour se familiariser et pour se dire, OK, c'est vraiment dans ce type d'information que je veux. Vous verrez, il y a un système d'ajout d'audience, de dimension, de métriques. Mais en vrai, il faut y passer du temps, encore une fois, sur cette année que vous avez pour vous familiariser et créer vraiment les rapports qui sont importants pour vous. Voilà, la conclusion, vous la connaissez. Globalement, c'est un outil qui est du coup amené à remplacer Universal Analytics en juillet. Il faut s'y prémunir maintenant et commencer à monter en puissance sur cet outil pour être prêt en juillet 2023. On a un flou autour de la CNIL, donc ça, c'est vraiment avec votre service juridique. Il faut voir si vous jouez le risque de se dire, OK, Google va avoir une réponse rapidement et on va pouvoir continuer à l'exploiter, ou alors c'est le moment de changer de plateforme. Ça vous revient. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise décision. Il faut juste s'y engager et voir si ça fit mieux pour vous. Et après, encore une fois, il y a toute cette partie. Je configure GA4 de manière un peu urgente, encore une fois, avec les données de base, le e-commerce si vous en avez, pour commencer à collecter de l'historique. Et ensuite, à partir de la rentrée, ou profiter de l'été si c'est un peu moins dense pour vous, pour configurer un plan de tagage personnalisé. Encore une fois, est-ce que c'est des événements recommandés? Est-ce que c'est des événements que je vais devoir déclarer personnellement? Et ensuite, masteriser les différents rapports qui sont à votre disposition pour pouvoir y voir bien clair sur l'interaction des utilisateurs. Je vous remercie et on passe aux questions. Je vois que je suis du coup un peu en retard à ce niveau-là. Voilà. Merci Martin, du coup. C'est cool. De rien. Ça semblait plutôt clair pour tout le monde. N'hésitez pas à nous dire, à commenter. Je vais reprendre les questions, alors pas dans l'ordre, mais en partant de la fin, parce que c'est du coup plus frais dans la tête des gens. Alors, on a du coup Charline qui demande si les variables sont ajoutées dans le data layer en parallèle. Oui, tout à fait. En fait, très bonne question. Merci Charline. En fait, ça va être un relais systématique. Dans la configuration que je vous ai montrée, en fait, c'est vraiment le data layer. Donc, c'est le morceau de JavaScript qui est présent sur votre site, qui va permettre de transférer ces informations qu'on a à disposition sur le site, que votre dev a à disposition, et les rendre lisibles pour Google Tag Manager. Donc, évidemment, le data layer, sauf Charline, si tu me parles de la partie e-commerce qu'on a vu un peu rapidement, mais globalement, si par exemple tu es sur une création de compte et qu'à l'heure actuelle, tu n'as rien comme information, il va falloir passer par ton dev en mettant en place un data layer avec ce fameux login, cet événement login, et déclarer, par exemple, si toi aussi tu as besoin de savoir le mode de log, de savoir déclarer dans méthode, donc la variable, est-ce qu'il s'agit de Facebook, est-ce qu'il s'agit d'une connexion via Google Gmail, etc. Et ces informations-là seront stockées et envoyées par ce data layer au bon moment, au moment du login. Et toi, tu les récupères dans GTM et c'est toi, du coup, qui les envoie dans GA4. Ok, merci Martin. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, de toute façon, j'ai mis dans le chat, si vous souhaitez reposer votre question pour plus de précision à Martin, c'est martin@digitalise2ez.fr
et il vous répondra sans problème. Caroline qui nous demande bonjour, nous n'avons aucune donnée dans les rapports démographiques. Savez-vous comment résoudre ce problème? Là, je pense qu'il y a une question de taillage. Ouais, alors c'est surprenant si le config tag a été mis en place de manière générale, parce que comme je le disais, ça fait partie des données qui logiquement devraient fonctionner et remonter. Là, malheureusement, Caroline, sans avoir le nez dans l'outil de l'installation et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, ça va être difficile de répondre. Mais logiquement, c'est pas normal puisque ça devrait être embarqué avec ce fameux config tag. Ok. Olcan aussi qui demande quel intérêt de passer par GA4 plutôt que GTM. La configuration des événements semble plus simple sur GTM. Ouais, alors moi je suis complètement d'accord avec ça. En fait, alors l'intégration directement de GA4 en dur sur le site, quand on dit en dur, c'est du coup d'aller mettre en fait ces petites balises qu'on a vues sous format GTM directement sur le site. En fait, c'est clairement plus la best practice. Tout le monde passe par Google Tag Manager, comme je le disais. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a en fait une CMP qui nous permet de savoir le consentement de l'utilisateur, généralement, on a centralisé tous les tags qu'on déclenche dans Google Tag Manager pour pouvoir être en capacité de dire OK, il y a eu consentement, il n'y a pas eu consentement, et de déclencher les différents tags. Par exemple, si un utilisateur dit non à Facebook, à ce moment-là, on va bloquer l'envoi depuis Google Tag Manager et dire toutes les données qu'on devait envoyer lors du parcours de l'utilisateur sur Facebook, on les stoppe. Donc, je suis d'accord avec ça. Globalement, maintenant, on voit plus que du Google Tag Manager qui permet de faire cette configuration et d'envoyer ces balises de manière plus facile. En plus, ça permet de faire un plan de tagage centralisé et personnalisé qui sert à tout le monde. C'est-à-dire, OK, vous allez le réfléchir pour l'analytics, mais maintenant qu'il est disponible dans Google Tag Manager, le fait que vous ayez du login, l'inscription à la newsletter, etc., vous allez aussi pouvoir l'envoyer dans vos tags prestataires s'ils en ont besoin pour maximiser les performances. Donc ça, pour moi, Google Tag Manager ou tout autre TMS, d'ailleurs, est ultra intéressant pour ça. En revanche, pour répondre à la question jusqu'au bout, on a une double déclaration à faire. On a à la fois dans Google Tag Manager le paramétrage de la balise et faire en sorte que on ait bien le nom de l'event et les différentes variables qui sont associées, ce qu'on appelle paramètres, qui sont associés pour faire remonter l'information. Et du côté, si vous êtes en mode personnalisé, donc si c'est un événement qui n'est pas dans la liste de recommandés, vous êtes obligé de passer par une déclaration dans Google Analytics 4 sous le volet configuré dimension personnalisée type événement pour pouvoir retrouver cette information dans vos rapports. Ok. Après, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Je suis désolé, je les prends à la volée. Olcan, toujours, la configuration pour GA4 sur le site par le module WordPress. Donc, SiteKit est-elle déjà opérationnelle? Encore une fois, chacun avec ses moyens et ses priorités. Moi, je suis pas fan des plugins parce que globalement, on ne sait pas trop comment. Enfin, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est un peu une black box. En fait, on n'a pas de main sur la configuration. Donc, du coup, c'est le module WordPress qui a pris le relais. Encore une fois, là-dessus, ma réponse est un peu, pour s'y être frotté plusieurs fois avec des clients, je recommande à la limite l'intégration du module GTM sur WordPress et ensuite avoir la main depuis le Google Tag Manager qu'on a créé pour déclencher un peu ce qu'on veut. Ça se fait plus facilement dans ce sens-là plutôt que directement avoir Google Analytics où on a un levier d'action et de personnalisation qui est moindre. Ok. Emmanuel qui nous demandait l'insynchronisation ads et GA4. Est-ce que du coup, il doit supprimer sa balise historique des suites de transactions? Est-ce que tu peux me répéter la question? Donc, synchronisation ads et GA4. Est-ce Ouais. qu'il doit supprimer sa balise historique, entre guillemets, de suivi des transactions? Non. Globalement, s'il y a une synchronisation qui a été faite entre avant Universal Analytics et maintenant avec GA4, la synchronisation peut se faire en biais, de manière parallèle sur les deux plateformes. Encore une fois,
Et pour être encore une fois totalement transparent avec vous, c'est un peu ce qui est reproché aussi dans l'univers Google, c'est-à-dire est-ce que Google Analytics est seulement un outil de mesure d'audience? On sait qu'il y a une synchronisation très proche avec Google Ads. Cette synchronisation, elle est facilitée. Je voulais montrer globalement, c'est 2 clics si vous êtes propriétaire des 2 comptes Google Ads et Google Analytics. Savoir si c'est RGPD compliant pour les ID de transaction et compagnie, là, ça reste encore un peu un flou pour l'instant. Donc, du coup, il va falloir attendre plus de précision pour savoir ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. À l'heure actuelle, c'est disponible et ça peut aider notamment pour les synchronisations d'audience que j'ai mentionnées tout à l'heure. Question très intéressante pour le coup de Manon. J'ai déjà installé GA4, mais toutes mes données e-commerce de Universal Analytics sont HS. Je n'ai plus le taux de conversion sur UA à présent. Pourtant, nous avons les 2 codes GA4 et UA sur la page de paiement, etc. Alors, il faut voir si dans la migration, encore une fois, ça va être difficile de répondre sans avoir les mains dans le cambouis et de comprendre ce qui se passe sur la page de confirmation. Mais ma première intuition, ça serait, quand on est passé sur le e-commerce de la présentation tout à l'heure, c'est est-ce que sur cette fameuse page de confirmation de commande, vous avez changé le data layer? Si vous avez changé le data layer en mettant le format GA4, il est normal qu'Universal Analytics n'arrive plus à lire l'information e-commerce et donc du coup que tout soit tombé à 0 du jour au lendemain lorsque vous avez publié. Encore une fois, c'est ce que j'essayais d'exprimer dans ma présentation. Si vous voulez faire cohabiter du Universal Analytics et du GA4, soit vous allez rajouter un morceau de code qui correspond à la nomenclature e-commerce de GA4, soit vous allez adapter le data layer Universal Analytics déjà présent à la technologie GA4 avec du mapping de variables. Là, on rentre dans le technique, mais globalement, si vous avez supprimé le tag e-commerce sous format Universal Analytics, il y a de fortes chances que ça soit le cas. Bah, vous aurez des transactions dans GA4, mais aucune qui remonte dans Universal Analytics. Et je précise là-dessus, Elder, on peut faire cohabiter un data layer Universal Analytics dans Universal et dans GA4. En revanche, on ne peut pas faire cohabiter un data layer GA4 dans un Universal Analytics. Très utile. OK. Puis voilà. Et après, il y avait d'autres remarques. Combien de mises en demeure par la CNIL par an? Ça, on ne le sait pas trop. Ils communiquent sur les plus gros, je crois, mais ils ne disent pas sur le volume total. C'est un peu une nébuleuse là-dessus. On a quelques informations qui tombent généralement sous format d'articles de personnes qui relaient l'information. Je ne sais même pas vous répondre là-dessus si c'est vraiment disponible et transparent de la part de la CNIL là-dessus. J'allais dire le test qui va être mis en place parce que ça a quand même un sacré écho sur les 42 sites médias qui ont été mis en demeure pour utiliser. Non, pardon. Dont une plainte a été déposée pour utilisation de Google Analytics. Globalement, ça a été posé sur le paillasson de la CNIL. On va voir globalement combien de temps ils mettent à adresser la plainte, déclarer la mise en demeure si mise en demeure il y a, et derrière de voir la réaction en un mois que vont choisir ces 42 médias sur la suite qu'ils veulent donner à Google Analytics ou pas. Donc, on aura des réponses, mais encore une fois, c'est pas transparent. De toute façon, ils communiquent beaucoup sur leur site, leur partie actu et blog, mais ils communiquent pas sur l'ensemble des plaintes ou des recours qu'ils font auprès des différentes marques. Ouais. Encore une fois, le site de la CNIL est très bien fait. Le but, c'est de vous guider de traduire un texte de loi qui est un peu compliqué et de vous guider justement à faire en sorte que vous soyez RGPD compliant. Maintenant, sur la partie sanction, je pense qu'ils préfèrent anonymiser et pas dire déjà qui c'est. Par contre, sur la cadence des contrôles, ça, honnêtement, je ne saurais vraiment pas vous renseigner. Ok, on nous demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Il vous sera envoyé après. Yes. Et puis voilà, on va pas prendre d'autres questions parce que il y en a beaucoup. Posez-les à Martin directement, martin@digitalis.fr, l2ez.fr donc. Et sinon, rapide retour sur le sondage qu'on a lancé au départ. Oui.
en fait, c'est fidèle à ce qu'on avait fait sur LinkedIn déjà dans la semaine. Carrément. Il y a quand même 8 Surprenant. sur 10 qui disent quand même migrer sur GA4. Ok. Et 1 sur 10 qui disent qu'ils ont une autre solution que GA4. Ok. Pareil, n'hésitez pas si vous avez une question là-dessus, Martin est dispo pour vous guider sans problème. Et puis voilà, j'espère qu'on a été, que Martin et nous et moi aussi, on a été Mais clairs. toi aussi. J'espère qu'on a été clair avec tout le monde, qu'on a pu répondre à vos questions, qu'on a posé les questions les plus essentielles. Et puis, comme je disais, l'adresse mail de Martin, je la répète une 3e fois, Ça fait matraquage. martin@digitalis.fr. Si vous avez des questions vraiment pressantes sur votre analytique, GA4, Matomo, que sais-je encore, tous les autres outils qui peuvent exister pour avoir un tracking fidèle de vos perfs, tout simplement. Donc, merci à tous pour votre participation. Bonne journée tout le monde, sous la pluie ou sous le soleil, en Ardèche, à Paris, à Lille ou ailleurs. Et puis à très bientôt, du coup, pour un autre peut-être webinaire GTM, peut-être cette fois-ci. Olcan le réclamait, donc pourquoi pas. Ça marche. Merci beaucoup à tous. J'espère avoir répondu à quelques questions. Et si c'est pas le cas, encore une fois, Elder, vous avez suffisamment matraqué mon adresse email pour que on puisse y répondre. Et puis on se dit à la prochaine du coup. À très bientôt, très bonne journée. Au revoir. Et terminé.